Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Labo des Savoirs. Nous sommes lundi 18 décembre 2017 et jusqu'à demain, le 19 décembre, se tient à Sciences Po Paris un colloque intitulé « Genre et contraception, quelle révolution ?» Point d'interrogation. Alors, cette date, elle n'a pas été choisie au hasard, il s'agit du 50e anniversaire de la loi Neuwirth, c'est la loi qui légalise la contraception en France. À cette occasion, le Labo des Savoirs a ramené ses micros et ses caméras. Nous avons rencontré Véronique Seillier, coprésidente du planning familial France, ex-membre du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, et Pierre Collin qui est donc le fondateur de l'association Ardecom, une association qui milite pour la recherche et le développement des moyens de contraception en direction des hommes. C'est parti. La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Accéder à la contraception, c'est aussi accéder à l'information, c'est accéder aussi à la santé sexuelle, c'est pouvoir savoir comment fonctionne son corps. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont importantes autour de ça. Je pense que c'est d'abord une démarche intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une introspection, une remise en question des rôles qu'on a, de la méconnaissance qu'on a de notre corps, de comment se produisent les spermatozoïdes, etc. Mais aussi, une des craintes, par exemple, chez les hommes, et même chez des femmes par rapport aux hommes, c'est que, en se contraceptant, il y ait moins de désir, que la sexualité soit différente, mais d'une manière négative, etc., alors que ça n'a rien à voir. Au contraire. Donc, je crois qu'il y a une méconnaissance qui fait qu'on doit passer d'abord par l'intérieur pour apprendre, désapprendre. Le planning familial, c'est un mouvement féministe et d'éducation populaire qui a fêté ses 60 ans l'année dernière et qui avait comme objectif de permettre à chaque homme et chaque femme d'accéder à la contraception de son choix pour pouvoir dissocier procréation et sexualité. Quand on voulait être logique par rapport à un non-désir d'enfant, on n'avait pas de moyen, à part la capote, d'arrêter de concevoir. Donc on a fait une association pour rechercher les moyens de contraception. Donc on est tombé à ce moment-là sur le docteur Soufir au Sécos du Bicêtre et sur Roger Miosset à Toulouse pour les deux méthodes qui sont toujours en vigueur actuellement et essayer de faire la promotion effectivement de la contraception. Un des combats du planning qui est ancien et qui est toujours actuel, c'est d'informer les personnes sur toutes les méthodes de contraception. Quand on dit toutes les méthodes de contraception, c'est pouvoir parler aussi bien des méthodes qui concernent uniquement les femmes que des méthodes qui concernent aussi les hommes. Et il y en a quand même un paquet. Alors, pas tant que ça, mais quand même, je pense qu'elles existent et on a toujours tendance à dire qu'elles n'existent pas. L'autre point qui me paraît absolument essentiel, c'est de pouvoir aborder les questions de contraception définitive et les méthodes alors dites naturelles pour que les personnes puissent faire un choix éclairé. On présente l'ensemble des méthodes. L'autre point important, c'est de pouvoir mobiliser l'ensemble des personnes sur le fait qu'il existe une contraception masculine et que la contraception, c'est pas qu'une affaire de femmes. Ça se travaille dès le plus jeune âge avec l'éducation à la sexualité, qui est clairement inscrite dans la loi aujourd'hui. Il y a une loi qui dit aujourd'hui que toute personne scolarisée doit pouvoir avoir accès à une éducation à la sexualité à raison de 3 séances par année d'âge et 3 séances par an. Aujourd'hui, on en est vraiment très très loin. Donc ça, c'est aussi une façon de travailler non seulement sur les méthodes de contraception, parce que la contraception, c'est pas qu'un problème technique, c'est aussi un travail sur les rôles sociaux, sur les représentations qu'on s'en fait, les représentations de la maternité, de la paternité, parler de parentalité, et puis parler aussi du fait que on peut tout à fait être femme sans être mère. Ça, c'est aussi, je veux dire, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire de changement de mentalité, d'implication des garçons et de faire en sorte que quand on parle d'éducation à la sexualité et de contraception, on pense pas uniquement femmes. Et ça, c'est un travail à faire avec les jeunes dès le plus jeune âge, mais aussi un travail à faire avec les professionnels de santé, un travail à faire dans toutes les structures d'éducation. Et ça, je pense qu'on a vraiment du boulot. On pensait que la sortie du livre sur la contraception masculine avec Soufir et Miosset allait être dévorée par tous les médecins progressistes qui voudraient
contrebalancer les effets de la pilule de 3e génération pour les femmes et les risques de cancer, etc., tout ce qui est raconté autour de ça, en se précipitant sur la contraception masculine, avec des études sociologiques de l'OMS, etc. Donc, et en fait, ça n'a pas du tout été le cas parce que je crois qu'ils sont très encastrés dans des modèles genrés. Là, c'est le cas de le dire, puisque les gynécos voient des femmes mais ne voient pas le compagnon de la femme ou ne demandent pas à voir l'homme. Donc l'information ne passe pas, ils n'ont pas de formation pour ça. Donc en fait, on est complètement bloqué. Donc nous, notre souhait, en travaillant avec le planning, c'est d'avoir une diffusion de l'information au niveau des écoles, au niveau des centres de planification où les femmes viennent consulter, et au niveau des médecins dans les régions où est le planning. Après, il y a vraiment à prendre en compte le fait que dans des pays comme l'Angleterre ou comme dans les Pays-Bas, par exemple, la vasectomie est beaucoup plus utilisée parce que on n'est pas dans il y a tout un travail sur cette vasectomie qui est mieux présentée, dont on parle davantage, qui est plus accessible, que chez nous, c'est encore compliqué d'y accéder. C'est évident que la plupart des hommes, je dirais 35, 40 ans, 45 ans, en général, pour 80% d'entre eux, ont eu des enfants et n'en font pas d'autres. Il y a toujours le cas qu'on nous raconte où effectivement le vieux se divorce, se retrouve avec une jeune qui veut avoir un enfant de lui, etc. Il y a la conservation du sperme, il y a la reperméation qui marche dans 70% des cas. De toute façon, on est un pays qui est favorisé par rapport à ça. Et c'est en informant les personnes qu'elles feront leur propre choix. Je pense que ça sert à rien d'imposer. Enfin, on a vu ce que se donnaient des politiques, j'ai envie de dire, d'obligation, de contraception, de stérilisation, et on n'est pas du tout là-dedans au planning. Au planning, pour nous, ce qui est important, c'est que les personnes choisissent en fonction de ce qu'elles souhaitent. Et quand les personnes ont le choix et quand elles ont l'information nécessaire, je pense que c'est ça qui va faire avancer les choses. On a aussi beaucoup de normes contraceptives en France. Ça bouge. Je crois que ça a été un des enseignements positifs de la crise de la pilule en 2013. Tout le monde demandait une méthode qui ne soit pas hormonale. L'hormone est devenue quelque chose d'horrible, et tous les produits chimiques aussi. De façon peut-être exagérée actuellement, mais en tout cas, oui, on est dans cette dynamique-là. Les femmes aujourd'hui sont plus exigeantes en matière d'information et on assiste à un début de diversification des méthodes contraceptives, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on encourage. Mais c'est vrai que c'est de notre responsabilité collective, et c'est la responsabilité de l'État aussi, de faire en sorte que tous les professionnels puissent informer toutes les personnes sur toutes les méthodes de contraception, que ces méthodes de contraception soient toutes accessibles. Et quand je dis toutes accessibles, ça veut dire aussi d'un point de vue économique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des méthodes qui ne sont toujours pas remboursées. Le préservatif, il n'est pas remboursé, il n'est pas gratuit. Alors il est gratuit dans des centres de planification, il est gratuit dans des structures qui travaillent autour du VIH. Mais pourquoi le préservatif n'est pas gratuit alors qu'on sait que c'est en général la première méthode de contraception la plus utilisée par les jeunes? Donc il y a vraiment tout un travail à faire sur l'accessibilité de toutes les méthodes de contraception en termes d'information, en termes économiques, et puis aussi en termes d'accessibilité sur les territoires. Il y a une volonté très forte d'opposition de l'Église catholique et d'autres mouvements conservateurs et religieux qui ont beaucoup ressurgi d'ailleurs à l'occasion du mariage entre personnes de même sexe et qui se sont exprimés là-dessus. Avortement, contraception sont toujours des conquêtes à mener auprès d'un certain public, même si la grande majorité des catholiques, même de catholiques pratiquants, utilisent des méthodes de contraception tout à fait modernes. Donc je pense que là-dessus, on a encore à travailler sur ce qui est fondamental là-dedans, c'est ce pouvoir des femmes de mettre des enfants au monde, qui fait qu'on a toujours tendance à vouloir les assigner à un rôle social et à les ramener à la maison. In fine, il n'y a peut-être pas beaucoup de différence entre un homme et une femme. Je pense que à l'époque où on a fait Ardecom, c'est vrai qu'on parlait beaucoup du yin et du yang, et qu'on parlait de sa part féminine ou de sa part masculine. C'est vrai que l'analyse de genre après a amené à
a démontré qu'effectivement on était dans un système de domination mâle et que ça on n'en sortirait pas de manière évidente et peut-être jamais, parce que tous les États, tout est fait là-dessus, mais que quand même on arrive à grignoter, mais que fondamentalement un homme et une femme ressentent peut-être la même chose par rapport à la nature, par rapport à eux-mêmes, et que les sentiments qui émergent sont identiques. Je pense qu'il est vraiment important de faire en sorte que les femmes, comme les hommes, puissent choisir de mettre au monde les enfants qu'ils le souhaitent, s'ils le souhaitent, et c'est pas une obligation. Et ça, on a vraiment à travailler sur ces rôles sociaux et lutter contre l'assignation obligatoire à la maternité des femmes. Et il est vraiment important, enfin pour moi c'est un enjeu d'égalité entre les femmes et les hommes. Les femmes comme les hommes doivent pouvoir décider du nombre d'enfants qu'ils veulent, quand ils le veulent. Ce qui veut dire des rapports égalitaires, donc ce qui veut dire travailler effectivement sur ces rapports de domination, parce que ce qui est en jeu quand même dans certaines mentalités aujourd'hui, c'est le fait que la femme n'est toujours pas l'égale de l'homme et que dans des rapports de couple, l'assignation des femmes à la maternité, c'est aussi les ramener à la maison, les empêcher de pouvoir avoir un avenir professionnel, etc. Et regardez ce qui se passe en Pologne aujourd'hui, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Roumanie, ce qui se passe en Croatie, comme si il fallait absolument réassigner les femmes à leur rôle qui est d'être mère et de n'être que mère et surtout de rester dans un rôle subalterne et pas de partager effectivement le pouvoir. Enfin, je crois que là il y a un enjeu très très important derrière tout ça. C'est le Labo des Savoirs.